Voilà, un œil sur la salle, un œil sur l'horloge et sur le chronomètre. Je pense que la salle étant presque remplie et le chronomètre m'indiquant que si j'attends trop, le quart d'heure académique va être éventuellement utilisé sans raison, eh bien je vous propose de commencer. Je voudrais tout d'abord saluer celles et ceux qui sont dans l'autre salle ou dans ce qu'on appelle le hall blanc et qui malheureusement n'ont pas pu trouver une place ici dans ce cocon douillet qui est la salle du Conseil provincial. Et nous aurons l'occasion après de tous nous mélanger, de pouvoir continuer à échanger sur le thème du jour ou sur d'autres. Monsieur le président de l'Académie royale de Belgique, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, même la présidente du bureau du Collège Belgique, monsieur le professeur au Collège de France, vous qui êtes notre invité de ce soir, monsieur l'administrateur délégué du Collège Belgique, messieurs les secrétaires perpétuels des Académies royales de langue et littérature française de Belgique et de l'Académie royale de médecine, monsieur le secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, mesdames et messieurs les académiciens, monsieur l'attaché de coopération scientifique et universitaire de l'ambassade de France représentant son Excellence Madame l'ambassadrice de France, monsieur le recteur de l'université de Namur, monsieur le recteur honoraire de l'université de Namur, monsieur le député président du collège provincial, monsieur le conseiller provincial, monsieur le président honoraire du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, monsieur le consul honoraire du Canada, mesdames et messieurs les professeurs des universités et directeurs des hautes écoles, monsieur le commissaire divisionnaire de la police fédérale, monsieur l'auditeur général honoraire au Conseil d'État, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, comme on dit chez nous, et j'en ai vu quelques-uns ou quelques-unes, donc je rajouterai avec énormément de bonheur, chers amis, chers amis. Alors généralement, mentionner le mot collège devant un gouverneur d'une province belge francophone évoque avant tout la réunion hebdomadaire de l'exécutif provincial à laquelle nous assistons, souvent les jeudis matins, tantôt avec l'enthousiasme d'un métronome, tantôt avec le détachement d'un sparadrap, parfois avec la constance d'un jardinier cherchant désespérément le verger des Hespérides. Alors à Namur, le collège, le mot collège, envoie également nos esprits vers les hauteurs de Jambes, du côté d'Herpan, où les quelques verts pâturages y subsistant encore entourent avec bienveillance un institut d'enseignement que le seul prononcé du substantif collège parvient à désigner avec précision pour la toute grande majorité des Namuroises et des Namurois. Alors pour moi, et je suppose également pour beaucoup d'entre vous, il signifie enfin, depuis plus de 10 ans, que l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique a eu raison, un soir de janvier, d'amarrer sa jonque de la diffusion des savoirs sur les rivages de la Meuse et de faire de ce palais provincial sa capitainerie pour toute la région wallonne. Alors pour un sacré monticule de bonnes raisons, mais surtout pour avoir voulu continuer de croire aux avantages de la rade namuroise, même si les quais d'autres ports d'attache ne leur sont pas étrangers, et je voudrais réitérer ici tous mes remerciements, mais d'abord à Didier Vivier, oui, il m'écoute, c'est bien, devenu depuis 2 traversées l'armateur perpétuel de la Thérésienne, elle qui est au Collège Belgique, ce qu'Athéna était pour Athènes, une divinité au moins tutélaire et protectrice à défaut ici d'être également éponyme. Alors mes remerciements aussi à Jean-Pierre Devroy, administrateur délégué du dit collège, et gentleman d'une flibuste savante qui préférerait, me dit-on, le Moyen-Âge aux abordages et le goût des semences paysannes des granges au coup de semonces du Queen's Anne's Revenge. À Claude Thomberg également, tous mes remerciements, qui préside le bureau du Collège Belgique, sorte de gilde de la noble corporation des passeurs de la connaissance, sans table ronde. C'est clair que ceci ne nous aidera pas dans la quête du Graal, même du Graal mathématique, cher professeur. Sans table ronde ni trompette de la renommée. Merci aussi à l'ensemble de l'équipe du projet Collège Belgique, à présent sous la houlette de Catherine Hoquet, elle qui est un peu au salon du livre de Mons, ce que François Dusnel est à la grande librairie. Alors, mesdames et messieurs, accueillir pour la leçon inaugurale un professeur au Collège de France, c'est plus qu'une tradition, c'est devenu un rendez-vous attendu,
aussi un rendez-vous couru. Votre présence nombreuse ce soir en est la preuve. C'est un moment de convergence des curiosités, de croisement des centres d'intérêt. Et à ce propos, je pense que nous innovons ce soir quelque peu. Parce que si mes souvenirs sont exacts, et je vous remercie de ne pas douter qu'il le soit, la leçon alpha mise à part, où il était question de nanomatériaux bio-inspirés, et à l'exception notable de l'exposé de Xavier Le Pichon sur la tectonique des plaques, 9 des 11 leçons inaugurales qui ont déjà pris place en ces lieux furent consacrées à l'histoire, à l'archéologie, à la philosophie ou à la littérature. Les lettres avec des dates pour seul chiffre, de belles histoires avec des millésimes ou des numéros de psaumes pour principale référence. Alors recevoir aujourd'hui un mathématicien est donc sinon un événement inédit, à tout le moins une originalité, voire une audace de programmation pour une ouverture namuroise, aussi sûrement que 2 et 2 font 4, et là personne ne s'en plaindra. Alors que je vous l'ai dit, la vraie valeur ajoutée du Collège Belgique, c'est la friction salutaire de disciplines différentes, c'est l'alignement organisé de planètes à la recherche d'une nouvelle harmonie, c'est vouloir en quelque sorte placer la Terre à équidistance de Mars et de Vénus. Alors ce soir plus particulièrement, je dirais aussi que c'est l'addition, bienfaitrice des champs infinis qui peuvent s'ouvrir à l'esprit, l'élévation à la puissance maximale des appétences cognitives, la projection dans l'espace et le temps des données du présent pour nous aider à anticiper les contours de l'avenir. Alors surtout qu'il ne s'agit pas de n'importe quel mathématicien. Comme Claude François avec ses Claudettes, Phil Spector, ses Ronettes, et le gendarme et ses gendarmettes, oui je sais c'est un peu facile, eh bien avec ses ondelettes, Stéphane Malas s'est trouvé un girls band à sa mesure qui peut l'accompagner sur ses algorithmes avec une régularité déconcertante. Car si j'ai bien compris, et pareil à Épicure qui faisait bombance avec un rien, un quignon de pain et un bol de lait, dit-on, Stéphane Malas, grâce à la Corée, bien où il est de ses Corées, les virevoltantes, les ondelettes, est capable, avec quelques fragments épars d'une vieille photo jaunie et déchirée de votre arrière-grand-mère, de faire revivre la jeune fille en fleurs qu'elle était à l'époque de la prise du cliché. Et à partir d'un scopitone qui aurait séjourné plus de 2 générations dans une barrique de Beaujolais nouveau, de reconstituer ce Jacques Tati disparu, qui deviendra, on l'espère peut-être, la coqueluche de toutes les médiathèques de l'Hexagone et au-delà. Alors, cher Stéphane Malas, je vous remercie de gratifier aujourd'hui le Collège Belgique et plus spécifiquement son antenne dans la capitale wallonne de votre présence et de lui consacrer le temps nécessaire pour exposer à quelques-uns de ses fidèles toutes ces données qui, parce qu'elles étaient en assez grand nombre et moyennant d'autres paramètres que je vous laisse le soin d'expliquer, vous ont permis d'avoir le parcours qui vous conduit ce soir en ces lieux. Puis je me demandais, Stéphane Malas, si on lui donne le nom de tous les ministres et secrétaires d'État qui ont composé depuis l'indépendance de la Belgique, les gouvernements qui nous ont gouvernés, je peux vous assurer qu'il s'agit d'un grand nombre de données, est-ce vrai que votre IA, que votre intelligence, pas si artificielle que ça, en fait, pourrait, avec une probabilité proche des 99%, prédire quel sera notre prochain gouvernement fédéral ? Alors, je laisse ce défi à votre réflexion et je vous souhaite à toutes et à tous une très, très bonne soirée. Chers amis, et je remercie déjà le gouverneur d'avoir décliné la liste de vos titres. Je ne les répéterai donc plus, même si ça nous permet de faire connaissance. Je voudrais tout d'abord remercier, comme à chaque session, le gouverneur de la province de Namur pour son hospitalité et pour nous permettre d'occuper ces lieux tout à fait prestigieux et très agréables pour le Collège Belgique dans son site de Namur. Sans doute de prévoir le prochain gouvernement est possible, de pouvoir prévoir quand il sera institué, ça c'est probablement beaucoup plus difficile en Belgique. Je voulais en tout cas vous souhaiter la bienvenue. Nombreux, je disais que les mathématiques faisaient recette, mais ce sont peut-être les neurones qui attirent aussi.
et je salue, tout comme le gouverneur, la partie de l'auditoire qui se trouve dans la salle d'à côté. Le cycle 2020 du Collège Belgique, vous le découvrirez dans le programme que vous pouvez prendre ou que vous avez déjà pris à l'entrée. Vous verrez que c'est un programme très fourni et je voudrais d'emblée en remercier les principaux artisans, c'est-à-dire ceux qui vont délivrer des conférences, mais aussi ceux qui organisent le Collège Belgique, à savoir la présidente de son bureau, ma consoeur Claude Tomberg, l'administrateur délégué, mon confrère Jean-Pierre Devroy, et puis toute l'équipe du Collège Belgique que vous avez eu l'occasion de voir à l'entrée et qui effectivement vous permettent aujourd'hui de fonctionner, nous permettent de fonctionner de la meilleure manière possible. J'épinglerai 2 éléments nouveaux dans le cycle namurois. Je voudrais insister, d'une part, sur le renforcement de nos liens avec l'Université de Namur. C'est quelque chose que nous avons souhaité, pas seulement à Namur d'ailleurs, sur d'autres sites, mais je voudrais souligner que la réponse de l'Université de Namur a été particulièrement enthousiaste et rapide, et il y aura effectivement des liens qui se concrétiseront dans l'organisation des différentes cours, conférences dès cette année. L'autre caractéristique, et ça vous l'aurez constaté, c'est la diversité des sujets. Je crois que chacun peut y trouver son plaisir. Il y a plus de 20 cours-conférences, et puis il y a aussi un cycle, parce que nous avons souhaité, pas seulement à Namur, mais dans l'ensemble des sites auxquels s'ajoute d'ailleurs cette année Rome, et cela en collaboration avec les 2 autres académies. Le téléphone de Jean-Michel Fouada me permet de souligner le rôle aussi dans l'organisation à la fois de l'Académie royale de médecine et puis de l'Académie de langue et de littérature qui connaît cette année un nouveau secrétaire perpétuel. Donc un nouveau site, celui de Rome, pour le Collège Belgique, mais surtout une très grande diversité des sujets. Au total, l'Académie royale de Belgique, avec ces 2 autres institutions sœurs de la communauté française que je viens de citer, va organiser plus de 160 cours-conférences sur l'année 2020. C'est dire le travail qui est produit, mais je pense que c'est essentiel si nous voulons poursuivre notre rôle de diffusion du savoir, un savoir qui est construit, je dirais, aux meilleures sources. Et aujourd'hui, comme traditionnellement, nous inaugurons le cycle du Collège Belgique à Namur, comme nous inaugurerons dans une semaine celui de Bruxelles, par un collègue, professeur du Collège de France, puisque le Collège de France nous apporte également son soutien. Je ne sais pas si je dois dire égide, pour reprendre l'allusion du gouverneur à la déesse Athéna. Donc, je voulais remercier très sincèrement Stéphane Malat de nous faire le plaisir et l'honneur de sa présence aujourd'hui. Et je ne doute pas que vous allez vous régaler des avancées de la science dont il va vous faire la synthèse. Voilà, je vous remercie à nouveau pour votre présence et je cède maintenant la parole à Claude Tomberg pour vous dire quelques mots. Merci beaucoup. Monsieur le gouverneur, monsieur le professeur au Collège de France, monsieur le président de l'Académie royale de Belgique, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Belgique, de l'Académie de médecine, monsieur l'administrateur délégué du Collège Belgique, qui est ici devant, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, permettez-moi aussi de raccourcir quelque peu la longue liste que monsieur le gouverneur a listée de manière exhaustive tout à l'heure. Et donc, c'est avec un immense plaisir que nous ouvrons cette 12e session annuelle du Collège Belgique ici à Namur.
Et monsieur le gouverneur, comme chaque année depuis 12 ans maintenant, vous nous ouvrez les portes de votre magnifique palais provincial et grâce à votre soutien indéfectible, les cours, conférences du Collège Belgique sont maintenant solidement ancrés dans le paysage culturel namurois. Alors, la proximité de l'université, comme vous venez de le mentionner, est bien sûr un atout important, mais pas seulement. Parce que nous avons observé que de nombreux auditeurs viennent de très loin pour assister aux cours conférences. Et je pense que c'est important de le souligner. Et donc, au nom du Collège Belgique, de l'Académie royale de Belgique, de l'Académie royale de médecine de Belgique et de l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique, soyez-en chaleureusement remerciés. Mesdames et messieurs, cette année encore, le Collège Belgique vous propose un programme original et diversifié, portant sur les avancées scientifiques les plus récentes et les actualités culturelles. Alors, des réflexions sur des thématiques sociétales vous seront également proposées, interrogeant les perspectives d'avenir avec objectivité et lucidité, avec l'espoir de favoriser la connaissance, la réflexion, la critique et les choix d'avenir les plus pertinents. Au cours de ces 12 années, le Collège Belgique a connu un succès grandissant. C'est que la formule fait mouche. Le Collège Belgique répond à un besoin grandissant d'informations aux sources validées, loin des fake news, voire des tentatives de désinformation. De plus, par le biais des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous sommes assaillis d'informations diverses et variées dans des domaines que bien souvent nous ne maîtrisons pas, ou tout du moins, nous ne maîtrisons pas toutes les nuances et subtilités. Et c'est là un des rôles des cours-conférences, apporter une synthèse objective, éclairant les éléments pertinents d'une réflexion et d'une pensée juste. C'est également attirer notre attention sur tous ces éléments auxquels nous n'avons jamais pensé. C'est aussi développer notre esprit critique. Le besoin de connaissances tel que révélé par le succès du Collège Belgique est sans doute également lié à une inquiétude palpable face aux défis inédits auxquels nous sommes confrontés. Alors que les équilibres géopolitiques changent drastiquement, que nos modèles sociétaux et économiques sont questionnés, que les équilibres écologiques semblent bouleversés, que nos relations aux autres sont modifiées par les réseaux sociaux et les communications électroniques, en même temps, les développements technologiques n'ont jamais évolué aussi rapidement. Il s'agit là de défis conséquents, car si le propre de l'homme est probablement son succès adaptatif, jamais, au cours de notre histoire, les évolutions technologiques et les modifications des modes d'apprentissage n'ont été aussi rapides. Sans compter qu'ils touchent potentiellement à notre nature d'homme par la possible augmentation de l'humain par la biomédecine. Le Collège Belgique sera cette année encore au centre de ses préoccupations sociétales. On y parlera de médecine. Le secret des personnes géantes nous sera révélé. Comment sont-elles devenues si grandes ? Nous apprendrons que la cape d'invisibilité d'Harry Potter n'est plus de la science-fiction, en tout cas pour des objets de petite taille. Dans des mises en perspective historique, des orateurs nous parleront de la naissance des religions, de l'ordre social, de l'usure au Moyen-Âge, des enjeux politiques et environnementaux autour des forêts médiévales, des rapports de figures royales dans les mondes cosmiques. On nous parlera également de marbre wallon, de l'histoire de la doctrine des cathares, de l'histoire de la région namuroise, mais également de propos plus philosophiques, tels que de savoir si nous avons encore besoin de sagesse et de vertu aujourd'hui. Si, comme le dit l'adage, poser la question, c'est y répondre, néanmoins, une piqûre de rappel et une mise en perspective ne seront certainement pas inutiles. Et pour nous remonter le moral, on parlera également de poésie et on nous expliquera que la vie est une réussite. De plus, selon une nouvelle formule qui a été inaugurée l'année dernière et que monsieur le secrétaire perpétuel vient d'évoquer, cette nouvelle formule permet d'appréhender un sujet en combinant différentes perspectives. Et donc cette année, le Collège Belgique vous proposerait également un cycle de 4 cours-conférences qui sont organisés par notre confrère, le professeur Dominique Lambert. Et ce cycle sera consacré à un thème on ne peut plus d'actualité, la robotisation de la vie et les enjeux technologiques, juridiques et éthiques qui en découlent.
Alors tout cela ne serait évidemment pas possible sans l'équipe du Collège Belgique, qui se démène sans compter pour proposer les programmes, organiser les cours, accueillir le public, enregistrer les sessions et les poster sur le site de l'Académie TV. N'oubliez pas que tous ces cycles, tous ces cours auxquels vous ne pouvez probablement pas assister, même si vous le souhaiteriez, sont audibles en podcast sur le site de l'Académie. Donc vous pouvez toujours les réécouter avec plaisir un dimanche, une soirée où vous n'avez rien à faire, au coin du feu par exemple. Et donc, je voudrais ici remercier en notre nom à tous Jean-Pierre Devroy, qui, en tant qu'administrateur délégué, se dépense sans compter pour assurer le succès du Collège Belgique. Je voudrais l'en remercier chaleureusement, ainsi que Catherine Hockey, qui est la directrice opérationnelle du Collège Belgique, Vanessa Colombana, qui gère le Collège Belgique ici à Namur, Léonore Poncin et Stéphanie Kless, qui gèrent le Collège Belgique à Bruxelles, Kevin Saladé, qui gère le Collège Belgique à Charleroi, Loredana Bussemi qui réalise les graphismes et notre équipe de preneurs de son et d'images, Nelsat Mohamed et Colin Pivin. Vous l'avez compris, c'est une équipe dynamique et efficace sans qui nous ne serions pas en mesure de vous proposer ce programme. Alors, je voudrais également remercier les membres du bureau du Collège Belgique ainsi que les académiciens et les orateurs qui ne ménagent pas leur peine ni leur temps pour assurer des cours-conférences de haut vol tout en rendant compréhensibles des sujets qui sont souvent particulièrement complexes et qui seraient fort ardus à maîtriser sans leur éclairage. Maîtriser la complexité sera au centre du cours-conférence que nous allons avoir le plaisir d'écouter dans un instant, et je cède la parole à notre consoeur Simone Guit qui va nous présenter le prestigieux conférencier de ce soir. Je vous souhaite une excellente année 2020 et que les cours-conférences du Collège Belgique puissent vous inspirer. Donc, notre orateur aujourd'hui est Stéphane Malat, professeur au Collège de France, titulaire depuis 2017 d'une nouvelle chaire de sciences des données. Après des études à l'École polytechnique de Paris et à l'École nationale supérieure des télécommunications, il a obtenu une thèse à l'Université de Pennsylvanie en 1988 sur la théorie du signal, puis une thèse d'habilitation à Paris-Dauphine l'année de ses 30 ans en 1992. Il était déjà à ce moment-là professeur au Courant Institute à New York et a ensuite été professeur à l'École polytechnique et puis professeur à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Alors, ces travaux portent sur les mathématiques appliquées au traitement du signal et à l'apprentissage statistique. Donc, ça fait appel à l'informatique, à la statistique, à l'optimisation, bien entendu, mais également, quand on veut comprendre les phénomènes en grande dimension, à l'analyse pour les problèmes de régularité, à la géométrie pour les problèmes de groupes de symétrie, à la topologie pour associer des nombres à des classes d'objets. À la fin des années 80, il a entre autres mis au point un algorithme de calcul rapide des coefficients d'ondelette, dont on a déjà parlé, et ça donne lieu à de multiples applications, dont le standard de compression des photos JPEG 2000. Il s'est ensuite tourné vers le calcul de représentation parcimonieuse, c'est ce qui a été mentionné, c'est retrouver des images avec peu de données, et a fondé en 2001 une start-up, Let It Wave, spécialisée dans les puces électroniques pour les télévisions, qu'il a dirigée jusqu'en 2007. Depuis 2008, il s'est intéressé et est devenu un spécialiste de ce qu'on appelle le deep learning, donc les algorithmes d'apprentissage profond. Son but est de comprendre mathématiquement comment ces algorithmes font pour traiter les données en grande dimension. Alors bien sûr, il est titulaire de très nombreux prix et distinctions que je ne vais pas donner. Entre autres, il est le chercheur français le plus cité dans le domaine des sciences de l'ingénieur et de l'informatique. Il est membre de l'Académie des sciences de Paris depuis 2014 et membre étranger de la National Academy of Engineering américaine
depuis 2017. Et donc c'est avec très grand plaisir que je lui laisse la parole et qu'on va entendre les mystères mathématiques des réseaux de neurones profonds. Merci beaucoup pour cet accueil aussi chaleureux. Monsieur le gouverneur, monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, chers collègues, mesdames et messieurs, effectivement, c'est souvent conçu comme une grosse prise de risque que d'inviter un mathématicien. Ça veut dire qu'on risque de s'endormir au bout de 10 minutes sans rien comprendre. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est prolonger ces 10 minutes à peut-être une demi-heure, voire je vais essayer encore plus. Mais le but, c'est aussi de vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut être de faire des mathématiques dans un domaine comme ça. Alors les réseaux de neurones, vous en avez certainement tous entendu parler, à moins que vous habitiez sur Mars actuellement, et vous savez que c'est à l'origine de l'explosion de l'intelligence artificielle. Mais comme ça a été mentionné, ce sont des techniques qu'on maîtrise bien algorithmiquement, mais on comprend très mal le pourquoi, on comprend très mal les mathématiques sous-jacentes, et donc ce sont ces questions autour de ces problèmes que je vais essayer de soulever aujourd'hui. Alors, au départ, il y a ce domaine qu'on appelle le domaine des sciences des données, dont le but, c'est d'extraire de l'information ou de la connaissance à partir de données. Et ce domaine, comme vous savez, a complètement explosé. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Tout d'abord, évidemment, le fait qu'il y ait des masses absolument considérables de données qui sont accumulées par des senseurs multiples, par Internet, etc. Et puis, bien sûr, les ordinateurs dont la capacité de calcul, de mémoire a aussi explosé au cours des dernières années. Mais enfin, il n'y a pas que cet aspect purement technologique, il y a aussi des nouveaux algorithmes, ou en tout cas des algorithmes qui étaient là avant, mais qui tout d'un coup se sont révélés remarquablement efficaces à la surprise de beaucoup de gens, et en particulier donc ces réseaux de neurones profonds qui ont ces performances très impressionnantes. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont des performances très impressionnantes dans des domaines qui sont extraordinairement divers. Quand on parle d'analyse de données, ça peut être de la reconnaissance de paroles, donc à partir d'enregistrements de paroles, ça peut être de l'analyse de texte, de la traduction, trouver l'auteur d'un texte, donc à partir des lettres, ça peut être de la reconnaissance d'images, notamment de visage, ou alors d'essayer d'analyser un damier d'un jeu de Go pour essayer de voir quel va être le mouvement suivant. Et puis il y a des applications évidemment dans la société qui sont considérables. Une d'entre elles, dont vous avez évidemment entendu parler, c'est la voiture autonome qui peut totalement révolutionner l'urbanisme. Et évidemment, c'est tout le domaine médical pour la médecine prédictive et pour l'aide au diagnostic. Alors, dans tous ces problèmes, d'un point de vue mathématique, il y a un point commun, c'est que toutes ces données sont représentées par un très très grand nombre de variables. Si vous prenez un enregistrement audio sur 1 minute, vous allez avoir de l'ordre d'1 million d'échantillons. Donc de l'ordre d'1 million de chiffres pour caractériser 1 minute de son. Si vous prenez une image, typiquement, vous allez avoir plusieurs millions de pixels dans une seule image. Pareil, si vous prenez un texte, vous allez avoir de l'ordre d'1 million de caractères sur un livre de taille typique. Et ça peut aller bien au-delà. Si vous prenez par exemple des réseaux sociaux, eh bien celui par exemple de Facebook, ça va être de l'ordre de plusieurs milliards. Ce domaine qui consiste à essayer de comprendre ces structures lorsqu'on a énormément de variables, évidemment la science reine là-dedans, qui était d'ailleurs l'unique science jusqu'à relativement récemment qui traitait ce genre de problème, c'est la physique, puisque si vous prenez simplement une mole de matière, c'est-à-dire quelques grammes par exemple de carbone, vous allez avoir 10 puissance 24, c'est-à-dire des trilliards de trilliards de trilliards d'atomes qui vont interagir. Donc le problème, ça va être de prendre ce type de données et d'essayer d'analyser l'information pour pouvoir répondre à une question, autrement dit, faire de la prédiction. Donc la question, ça peut être reconnaître le mot qui a été prononcé, reconnaître la forme dans l'image, le texte, etc. Et tous ces problèmes de prédiction sont au cœur de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. La transformation très rapide de l'intelligence
artificielle, derrière, vous avez ce qu'on appelle l'apprentissage statistique. Et donc, c'est beaucoup de cela dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, il y a eu une transformation très spectaculaire sur cette vision de l'intelligence et de l'intelligence artificielle. Si vous pensez à ce qui a été fait dans les années 70 et 80, lorsqu'on avait un cours d'intelligence artificielle, c'était essentiellement un cours de logique où on manipulait des symboles. L'idée, c'est que le monde était décrit par un certain nombre de propositions qui étaient vraies ou fausses, et puis on manipule ces propositions avec les lois de la logique pour déduire des nouvelles propositions. Et on s'est rendu compte, donc, à partir de ça, qu'on arrivait à modéliser des systèmes assez simples, avec ce qu'on appelait des systèmes experts, mais dès que le problème devenait très compliqué, le nombre de règles se multiplie, explose, et on a tellement de cas particuliers qu'on n'arrive plus à décrire la complexité des phénomènes. Il y a eu un changement radical sur l'approche de l'intelligence artificielle au cours des 15-20 dernières années, avec donc l'apparition du traitement de données et donc de l'apprentissage statistique. Et ce à quoi on a assisté, c'est finalement un balancier depuis une approche très rationaliste à une approche qui est maintenant totalement empirique. Et ce balancier entre approche rationaliste et empirique, elle est très classique en philosophie de la connaissance. Il y a constamment ces deux regards, depuis l'extrême platonicienne où on pourra considérer que finalement nos sens, les données, on ne peut pas leur faire confiance, et la connaissance, tout ce qu'on peut faire, c'est l'extraire de l'a priori, donc ce qu'on a d'une certaine manière de façon innée, jusqu'à évidemment l'autre extrême aristotélicienne, où l'enfant n'est que un paquet de glaise qui va être formé petit à petit par l'expérience et par les données. Et évidemment, vous avez des traditions. La tradition anglo-saxonne qui est beaucoup plus empirique, 17e siècle, vous avez Locke, Hume qui va jusqu'à remettre en cause la possibilité d'avoir une notion, de montrer une notion de causalité. Pour lui, tout ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a des événements qui viennent les uns derrière les autres. Et de l'autre côté, une tradition plus française, plus rationaliste, comme Descartes, qui considère que les seules sciences, c'est essentiellement les mathématiques, puisque la physique, la médecine, tout cela, c'est basé sur l'expérimentation, et on ne peut pas faire confiance à l'expérimentation, tout ça, c'est basé sur nos sens. Et finalement, ça a été évidemment Newton qui, par son approche, qui mélange à la fois l'expérience et la théorie, qui a d'une certaine manière apporté une forme de synthèse, qui a beaucoup influencé Kant, qui s'est placé au milieu, en posant la question, finalement, la question, c'est pas tellement la connaissance en soi, mais le sujet connaissant, qu'est-ce que ça veut dire de connaître? Et d'une certaine manière, on est maintenant tout à fait dans une tradition kantienne, mais en même temps, on observe ce balancier. Et si je devais poser un point pour décrire la recherche actuelle, ben je le mettrais pratiquement dans une extrême de l'empirisme. On est passé d'une extrême rationaliste à une extrême empirique. Je pense, de façon juste, c'est ça qui a permis de débloquer les choses, mais ce que je vais essayer de montrer, après tout je suis français, dans une tradition plus cartésienne, que malgré tout on a besoin un peu de revenir de l'autre côté, et les maths font du sens, ou en tout cas sont un outil pour faire ça. Alors au centre finalement de toutes ces questions, il y a d'abord la notion d'a priori. On ne peut pas apprendre simplement à partir de données. On apprend à partir d'a priori. Le sujet qui apprend est structuré et a de l'a priori. De même, vous le verrez, les algorithmes ont un a priori. Et une des questions, c'est de comprendre quels sont les a priori qu'on va mettre dans un système d'apprentissage pour pouvoir apprendre avec des données. Et ensuite, la question apprendre avec des données, qu'est-ce qu'on apprend quand on rajoute des données? Quelle est la nature des concepts, des structures mathématiques qu'on apprend lorsqu'il y a des données? Alors, on peut se demander pourquoi se poser toutes ces questions, puisqu'après tout, il y a des algorithmes qu'on comprend au niveau de l'implémentation, puisque l'implémentation informatique est tout à fait maîtrisée. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir un regard un peu plus loin, et par pure quête intellectuelle? Oui, en partie, mais pas seulement. Pas seulement parce que c'est très important actuellement de pouvoir contrôler ces systèmes, de pouvoir garantir leur robustesse. Vous imaginez si vous avez une voiture qui fonctionne comme ça, vous avez des diagnostics médicaux, et pour pouvoir potentiellement les améliorer. Alors, je vais revenir au départ sur ce que c'est qu'un algorithme d'apprentissage.
Donc comme je l'ai dit, on va prendre des données. Alors en maths, on aime bien appeler les objets X, donc je vais l'appeler X. X, c'est ma donnée, donc par exemple, c'est une image. Et la question que je vais poser ici, c'est quel est l'animal dans cette image? Donc il va y avoir une réponse, et la réponse, je vais l'appeler Y. Donc ici, Y, c'est un chien. D'accord? Et donc, ce qu'on aimerait, c'est remplacer le système visuel par un algorithme qui sera capable de répondre à cette question. Donc vous allez mettre X en entrée de votre algorithme, et la spécificité des algorithmes d'apprentissage, c'est que ces algorithmes incluent un très grand nombre de paramètres qui ne sont pas fixés au départ. Ces algorithmes, ces paramètres, on va les fixer dans la phase d'apprentissage. Et à partir de cet algorithme paramétré, on va essayer de trouver la réponse. Donc, la première chose, ça va être d'apprendre. Et apprendre dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fixer les paramètres qui au départ étaient libres de l'algorithme. Et comment est-ce qu'on va les fixer, ces algorithmes? Eh bien, on a un ensemble d'entraînements, c'est-à-dire des exemples où on connaît les images et on connaît la réponse. C'est-à-dire, là, je donne cette image et je dis au système, dans cette image, il y a un chien, dans cette image, il y a un chat, il y a un cheval, etc. Donc, je connais les réponses que j'appelle YI, et ce que je vais faire, c'est essayer de configurer les paramètres de l'algorithme de manière à ce que l'algorithme soit capable de donner la bonne réponse sur l'exemple d'entraînement. Donc en soi, ça n'a rien de très spectaculaire, puisque ce que l'algorithme pourrait faire simplement, c'est stocker les réponses. Mais ce qu'on va lui demander, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. On va lui demander ensuite d'être capable de généraliser. Ça veut dire quoi généraliser? Ça veut dire que maintenant, on va lui donner des nouveaux exemples X, donc des nouvelles images qu'il n'a jamais vues. Et ce qu'on espère, c'est que la réponse qu'il va donner va être proche de la bonne réponse, alors qu'il n'a jamais vu l'image, donc il n'a pas pu stocker l'information. Donc toute la question, c'est d'où vient ce miracle de la généralisation. Donc il y a à nouveau deux points de vue qu'on va avoir là-dessus. Point de vue mathématique qui va essayer de poser cette question: à quelles conditions est-ce que mon algorithme va pouvoir généraliser? Est-ce que c'est possible de généraliser? Et puis le point de vue plus informatique qui va consister à essayer de développer des algorithmes qui, eux, vont être efficaces pour généraliser. Et actuellement, on est dans une situation où l'informatique a une avance considérable sur les mathématiques. Ça veut dire qu'il y a des algorithmes qui fonctionnent remarquablement bien, qui sont très loin d'être parfaits, mais qui malgré tout fonctionnent beaucoup mieux que ce qu'on imaginait être possible il y a 10 ans. Et pourtant, on ne comprend pas les maths, et donc ce sont ces questions mathématiques que je vais essayer de poser ici. Alors, d'abord, au départ, la première question, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on est capable de généraliser. Et en fait, la raison, elle est très très simple. Ça vient du fait que l'on a une connaissance a priori, et qu'on a une connaissance a priori sur la régularité du phénomène. Alors, je vais vous donner un exemple pour fixer cette idée. Imaginez que vous ayez un bol avec à l'intérieur de l'eau, et la question, c'est est-ce que l'eau est en état solide, liquide ou gazeux? Pour répondre à cette question, je vais vous donner deux mesures, c'est la température de l'eau et la pression dans le bol. D'accord? Et on va faire des expériences. Donc, vous avez deux paramètres, ici température et pression. Vous faites une expérience. Vous avez une température, disons, de 30 degrés, une certaine pression, et vous observez que l'eau est en état liquide. Maintenant, vous faites d'autres expériences, et chaque expérience va vous donner un point dans ce plan de pression-température pour lequel vous allez observer que l'eau est sous l'état liquide ou bleu solide pour les basses températures, ou plutôt gazeux pour les hautes températures. Maintenant, on va vous demander de généraliser. Généraliser, ça veut dire quoi? C'est que je vous donne un nouveau point X et je vous pose la question. Il est là, voilà la température et voilà la pression. Est-ce qu'il est plutôt solide, liquide ou gazeux? Ça veut dire quoi? Reconnaître l'état du système, ça veut dire en fait diviser ce domaine en 3 zones. Et donc trouver les frontières entre les différentes zones. Et donc voilà un exemple de frontière qui respecte parfaitement le fait que ces points soient liquides, gazeux et solides entre les différents domaines. Maintenant, quand je regarde cette frontière, je me dis qu'il y a quelque chose de pas très raisonnable. Ce n'est pas très raisonnable parce qu'après tout, la physique est plutôt régulière. Si jamais vous bougez un peu la température et la pression, ça ne va pas sauter violemment de liquide, gazeux, reliquide, regazeux, etc. Donc,
où est-ce qu'on va mettre la régularité a priori? Sur le fait qu'a priori, on s'attend plutôt à ce que ces frontières soient régulières. Si maintenant vous essayez de mettre des frontières régulières en respectant les zones, ben vous allez obtenir des frontières un peu comme ça. Et ces frontières qui ont été simplement inférées à partir de la position des points pour passer entre les points, eh bien, vont vous donner une bonne estimation des vraies frontières physiques, si effectivement les vraies frontières physiques elles-mêmes sont régulières. Donc, avec suffisamment d'exemples et suffisamment de régularité dans le problème, eh bien, on peut en quelque sorte interpoler, c'est-à-dire là où on ne connaît pas les points, eh bien, le calculer à partir des points qui sont connus. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça algorithmiquement? Ici, avec un algorithme très simple, qu'on appelle l'algorithme des plus proches voisins. Je prends mon point X, qui a une certaine température et pression, et je regarde, parmi tous les points que j'ai déjà collectionnés, quel est le point le plus proche? C'est celui-là, et celui-là, il se trouve qu'il est sous forme liquide, donc je vais dire X est liquide. Donc c'est un algorithme assez brutal, et qui va revenir en fait à diviser les domaines avec des segments de droite qui va passer de façon équidistante entre les différents points. Donc ça, c'est un exemple d'algorithme. Donc vous voyez, a priori, le problème, il n'est pas très compliqué. Il faut de la régularité, voilà un algorithme simple qui semble résoudre le problème. Et pourtant, non, le problème est horriblement difficile. Alors pourquoi est-ce que le problème est horriblement difficile? Il est horriblement difficile parce que vous n'avez pas 2 paramètres, mais énormément de paramètres. Et là, on passe dans des problèmes qu'on appelle des problèmes de grande dimension, et on fait face à ce qu'on appelle la malédiction de la dimensionnalité. Alors je vais vous expliquer ça sur, à nouveau, je vais prendre des exemples d'images, parce que c'est un peu plus intuitif. Si vous prenez une image, X, donc le nombre de paramètres, si vous avez 1000 par 1000 pixels, c'est 1 million. Chaque point de l'image est un paramètre, c'est le niveau de gris. 0, c'est un point noir. 1, c'est un point blanc. D'accord? Donc vous avez de l'ordre de 1 million ici de variables. Donc X est caractérisé par ce million de coordonnées. Donc au lieu X de le représenter comme un point dans un plan, eh bien le nombre d'axes, c'est le nombre de paramètres. Donc ici, j'en ai 1 million, c'est un peu difficile à dessiner. J'en ai juste dessiné 3. Mais vous pouvez toujours dire X, c'est un point dans un espace dont le nombre d'axes, c'est le nombre de paramètres, c'est-à-dire 1 million. Maintenant, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait pour mon bol d'eau. Je vais prendre des exemples. Donc je pose une question, pardon. Quel est l'animal dans cette image? Et je vais prendre des exemples. Ça, ce sont des chats. Donc chaque image ici correspond à un point, d'accord, avec son million de paramètres, cette image a un autre point. Et puis maintenant, je vais prendre des exemples de chiens, donc j'ai des points comme ceci. Et maintenant, naïvement, je peux me poser la question, je prends X, quel est le point, l'image la plus proche de X? Et ça va me répondre n'importe quoi. Pourquoi ça va me répondre n'importe quoi? Parce qu'en fait, il n'existe aucune image qui typiquement va être proche de mon image particulière. Pourquoi? Parce que pour que j'ai une image qui soit proche de X, ça voudrait dire que j'ai une image qui est quasiment identique, dont tous les points de cette image sont quasiment égaux aux points de l'image X. Alors on peut se poser la question, pour garantir que j'ai suffisamment d'images et garantir que j'en ai une qui soit proche de n'importe quelle image arbitraire, X, combien d'images il me faut? Eh bien, chaque fois, disons qu'on veuille une précision de 1/10, ce qui n'est pas énorme. Chaque fois que je bouge un point de 1/10, il faut que j'ai une nouvelle image. Donc je vais avoir 10 images quand je bouge une coordonnée, fois 10 la deuxième, fois 10 la troisième. Combien de coordonnées j'ai? J'en ai D. Donc le nombre d'images dont je vais avoir besoin, ça va être 10 à la puissance D. 10 fois 10 fois 10, D fois. Si vous prenez 10 à la puissance 80, c'est déjà le nombre d'atomes dans l'univers. Donc c'est monstrueusement grand. Mais D, ça ne va pas être 80, ça va être 1 million. Donc vous voyez bien que c'est sans espoir. Le nombre de données dont on parle sont totalement inaccessibles. En fait, en pratique, on a très peu de données. Et les données que vous avez dans l'espace des données, c'est comme des pointes complètement isolées, un peu comme les étoiles dans le ciel. Donc, si on veut effectivement généraliser, c'est-à-dire remplir les trous alors qu'on a très peu de données, il va falloir que l'objet qu'on généralise, la fonction qu'on va essayer de récupérer, soit très régulière pour qu'en la connaissant simplement en quelques points très loin, on puisse calculer sa valeur au milieu.
Et donc la question qui se pose d'un point de vue mathématique, c'est quoi la nature de cette régularité qui fait que miraculeusement on est capable de reconnaître la parole, des sons, faire des diagnostics, etc. Alors, quelle est l'approche qui a été prise par les scientifiques qui ont commencé à travailler sur ces problèmes d'apprentissage statistique? Donc au départ, vous avez des points dans un espace qui sont très loin les uns des autres et absolument pas structurés. L'idée, c'est de se dire, on va essayer de prendre ce x qui a des variables et calculer des nouvelles variables, on appelle ça en mathématiques un changement de variable, et ces nouvelles variables, c'est en quelque sorte des indicateurs pas complètement idiots, peut-être un peu faibles, qui vont me donner une information partielle sur la réponse à la question. Et ce qu'on espère, c'est que dans cet espace de ces nouvelles variables, de ces patterns en quelque sorte, eh bien la séparation des deux classes soit beaucoup plus facile. C'est-à-dire que, disons, la classe des chiens et la classe des chats soient bien séparées, ce qui fait que pour trouver une frontière, il suffit de trouver un plan qui sépare les deux classes. Alors pourquoi ce serait très pratique de pouvoir séparer ces deux classes avec un plan? C'est qu'un plan est caractérisé simplement par la direction orthogonale. C'est quoi la direction orthogonale? C'est la direction dans laquelle je peux me déplacer pour passer, par exemple, du chien au chat, à l'état de chien, à l'état de chat. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez que vous ayez des images de voitures et le but, c'est de reconnaître si vous avez un camion de pompiers ou pas. Donc, vous pouvez avoir des images extraordinairement compliquées avec des détails et des formes de voitures, de positions, etc. très complexes. Vous pouvez prendre une approche très simple, c'est de dire un camion de pompiers c'est gros et c'est rouge. Donc je compte le nombre de points rouges dans mon image. D'accord ? Et si j'ai beaucoup de points rouges, le nombre de points rouges est plus grand qu'un certain seuil, je vais dire c'est un camion de pompiers. Si c'est au-dessous du seuil, ce n'est pas un camion de pompiers. Donc je vais faire quelques erreurs, mais avec un peu de chance, ça marchera assez souvent. Et ça, cette direction, ici discriminante, sur cet algorithme très simple, ça consiste à compter le nombre de points rouges. Alors, en pratique, on va quand même faire des algorithmes un peu plus compliqués, où on va essayer d'apprendre quelle est la manière de combiner tous ces descripteurs. Donc l'idée à nouveau, c'est de trouver cet hyperplan, ou ce plan qui va séparer le domaine en deux. Et séparer le domaine en deux, donc c'est trouver la direction discriminative. Ça veut dire quoi, intuitivement, trouver cette direction dans laquelle je vais pouvoir discriminer mes deux classes? Ça veut dire faire un vote, en quelque sorte, sur les indicateurs que j'ai construits. Si je veux savoir si ce point phi de x ici est à gauche plutôt qu'à droite, eh bien il me suffit, en mathématiques on appelle ça un produit scalaire, de faire une somme pondérée de chacune des valeurs V1, VD de phi de x fois un poids. Donc comment vous pouvez interpréter ça? Comme un espèce de vote. C'est un vote très démocratique. Vous prenez tout le monde. Chacun a une opinion pour savoir s'il est plutôt à gauche ou plutôt à droite, mais je ne suis pas un expert. Ce que vous allez faire, c'est vous avez agrégé ces opinions. Maintenant, il y en a qui sont un peu meilleurs que d'autres, donc ça ne va pas être totalement démocratique, et vous allez choisir des poids plus ou moins forts les uns et les autres pour faire ce vote. Et l'apprentissage va consister à fixer ces poids. Et si le poids est au-dessus, la somme est au-dessus d'un certain seuil, alors je vais dire je suis un chat, et sinon, par exemple, un chien. Donc l'idée, c'est de construire des opinions fortes en agrégeant des informations finalement assez faibles avec ces poids. Ça, c'est l'idée un peu de base de ces algorithmes d'apprentissage. Mais évidemment, la grosse difficulté, c'est de construire cette représentation qui va vous donner ces informations partielles, c'est-à-dire cette population d'informations qui est pas très bonne, mais qui est quand même au-dessus de la moyenne. En quelque sorte, en anglais on appellerait ça des features, des caractéristiques, des formes caractéristiques des chiens et des chats. Comment faire ça? Il y a deux points de vue. On peut essayer d'analyser le phénomène, regarder les chiens, les chats, essayer de voir la forme des oreilles et mettre ça dans le système. Donc ça, ce serait une approche a priori. La difficulté, c'est qu'un chien, ça peut être un chihuahua ou ça peut être un doberman. Donc la variabilité, elle est considérable.
une autre approche, c'est de dire je vais apprendre ces espèces d'éléments discriminants. Autrement dit, je vais apprendre ce changement de variable phi de x. Et ça, c'est le point de vue des réseaux de neurones. Alors, comment fonctionne un réseau de neurones? Un réseau de neurones, donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un neurone? C'est un modèle qui a été inspiré de la biologie dans les années 50. Et l'idée, c'est qu'on va représenter d'une façon extraordinairement simplifiée un neurone biologique qui a des dendrites et une sortie unique, un axone, en disant, en entrée, il va prendre les valeurs des variables du signal, donc V1, V2, les M variables. On va faire un vote, comme je l'indiquais précédemment, de ces variables, c'est-à-dire chacune de ces variables, je vais les multiplier par un poids. Les poids, je vais les apprendre. Je vais donc sommer le tout. Ça, c'est la somme pondérée. Et si la somme, comme précédemment, est au-dessus d'un seuil, eh bien, le neurone va donner une réponse. La réponse, en l'occurrence, c'est la somme moins le seuil. Et si la somme est au-dessous du seuil, eh bien, le neurone ne va pas répondre, c'est-à-dire la sortie va être 0. Donc un neurone, c'est un objet qui a des paramètres en entrée, qui est extraordinairement simple, qui en quelque sorte revient à séparer l'espace avec un plan, comme je l'avais indiqué. Alors avec ça, on ne va pas très loin. Là où on peut commencer à aller beaucoup plus loin, c'est lorsqu'on prend ces neurones et on les met en réseau. Alors ces réseaux, ils sont organisés en couches. Comment ça fonctionne? Vous prenez votre information, que ce soit l'image de la parole, en entrée, ici, et vous allez la mettre en entrée de toute une série de neurones qui correspondent aux neurones de la première couche. Donc ils vont chacun prendre ces entrées, les multiplier par des poids, et chaque neurone va avoir une sortie. Ça, c'est la sortie de la première couche, c'est la sortie de tous les neurones que j'ai mis en entrée ici. Maintenant, cette première couche, les réponses, je vais les rentrer dans une deuxième couche de neurones. Donc ici, ces neurones vont être branchés sur d'autres neurones qui eux-mêmes vont donner une deuxième réponse, qui peut être cascadée sur une troisième couche, quatrième couche, etc., jusqu'au moment où vous allez agréger toutes ces réponses pour donner la réponse finale de ce que vous pensez être un chien, un chat, tel mot ou tel autre mot sur un signal de parole. Alors comment est-ce que cette structure s'optimise? Déjà, il faut voir qu'une structure comme ça a énormément de paramètres parce que chaque neurone a autant de paramètres que le nombre d'entrées ici. Donc, vous allez avoir une grande matrice avec tous les paramètres du système. Et cette matrice, on est dans le cadre de ces algorithmes d'apprentissage, ces paramètres, il va falloir les fixer. Comment on va les fixer? Avec les données d'apprentissage. Alors, les données d'apprentissage, à nouveau, ce sont des exemples d'images ou des exemples de signaux pour lesquels vous connaissez la réponse à la question. Et comment on va fixer la valeur de ces paramètres? Eh bien, comme je l'ai dit, ce qu'on voudrait, c'est que le système reproduise les bonnes réponses sur les exemples. Donc, on voudrait que la sortie ici, produite par le réseau de neurones, que j'appelle ici Y tilde, pour l'exemple XI, soit la bonne sortie. Autrement dit, l'erreur soit la plus petite possible, en moyenne, sur tous les exemples. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'optimiser tous les paramètres du réseau pour que systématiquement, il donne à la sortie la bonne réponse sur les exemples que vous avez donnés dans la base d'entraînement. Alors, quand on regarde ça, on a l'impression que finalement, on apprend tout à partir des données et qu'on est donc dans une approche qui est totalement empirique. En fait, non. Non, parce qu'il y a une architecture qui a été donnée au départ, c'est la manière dont vous allez brancher les neurones les uns par rapport aux autres. Et dans cette architecture, vous allez mettre toute l'information a priori que vous avez sur le problème, et c'est là que les mathématiques vont rentrer en jeu. Alors, d'abord, il y a un problème qui est très difficile dans ces systèmes, c'est de les optimiser, c'est-à-dire d'optimiser tous les paramètres du système pour qu'effectivement, vous arriviez à avoir la bonne réponse sur tous les exemples. Donc vous avez une mesure d'erreur, qui est l'erreur moyenne sur tous les exemples que vous avez, et vous devez optimiser les paramètres de manière à minimiser cette erreur. Alors ça, c'est un problème où vous pouvez voir votre surface d'erreur comme une espèce de surface comme ceci. Ce que vous voudriez, c'est arriver à l'erreur minimum qui correspond à un certain paramètre. Vous allez partir, au départ, vous ne savez pas quels sont les bons paramètres, donc vous allez les mettre au hasard, vous allez partir d'un point.
Et le premier algorithme qui vient à l'esprit, c'est de dire je mets une bille sur ma surface et je la lâche. Si je lâche une bille sur la surface, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va descendre dans la direction de plus grandes pentes. Eh bien, on va faire la même chose. Ça s'appelle un algorithme de descente de gradient, c'est-à-dire que la bille, elle va descendre. Le problème, c'est qu'elle descend et boum, elle va se retrouver bloquée dans ce qu'on appelle des minima locaux, parce que là, une fois qu'elle est là, elle ne sait pas remonter. Et donc, on ne va jamais découvrir qu'en fait, si on allait un peu plus loin, on avait une solution bien meilleure. C'est pour ça que tout le monde imaginait que ces algorithmes ne marcheraient jamais. Et en fait, ils marchent parce que quand on configure bien à nouveau le système, les minima locaux semblent être proches du minima le plus gros. Et là, il y a à nouveau un mystère mathématique. Pourquoi est-ce le cas? Est-ce que c'est dû à ces phénomènes de grande dimension? Quelles sont la structure des données, etc. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de travaux de recherche sur ces problèmes en optimisation. Ça, c'est l'aspect optimisation. Et maintenant, il y a un autre aspect, c'est l'information a priori que vous allez mettre dans le système. Et il y a eu un point vraiment qui a débloqué les choses, et ça qui est dû notamment à Yann Lequin qui a eu le prix Turing avec 2 collègues pour ça, ça a été d'architecturer ces réseaux en utilisant ce qu'on appelle des convolutions, ce qui revient à une notion de symétrie que je vais décrire. L'idée est la chose suivante. Si vous prenez par exemple un objet, ce micro, je bouge le micro, c'est toujours le même micro, vous le reconnaissez toujours. Donc un objet que vous translatez, c'est le même objet, donc vous pouvez dire la reconnaissance de l'objet ne dépend pas de la translation, est invariante par translation. Donc autrement dit, si vous voulez un réseau de neurones qui va reconnaître des objets, il n'y a pas de raison pour que les poids que le neurone va avoir dans cette zone soient différents des poids dans cette zone. Si vous mettez les mêmes poids, c'est ce qu'on appelle une symétrie, vous allez obtenir un opérateur qu'on appelle un opérateur de convolution. C'est pour ça que ces réseaux s'appellent des réseaux de convolution. Donc si on utilise les mêmes poids dans une zone que dans l'autre, c'est-à-dire que les neurones sont d'une certaine manière assez identiques, qui regardent ici ou qui regardent ici, eh bien vous allez avoir une couche de sortie qui est sous forme d'une série d'images obtenue par ce qu'on appelle ces convolutions. Et l'idée ici est de répéter cette chose-là. C'est-à-dire à chaque fois, on impose que les poids soient les mêmes en différentes parties de l'image. C'est une idée assez simple, mais généralement les belles idées sont simples. Et on répète à chaque fois, on obtient différentes couches jusqu'à la dernière couche des réponses des neurones qui va être agrégée pour donner la réponse au problème. Donc ça, c'est un premier a priori sur le problème qu'on met dans le système. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, a beaucoup réduit le nombre de paramètres de ces réseaux et qui a permis de commencer à apprendre sur des systèmes très sophistiqués. Et ces réseaux de neurones convolutionnels, eh bien, c'est eux qu'on retrouve, que ce soit pour l'image, la parole, le langage, les données biologiques, etc. Et la question maintenant, c'est pourquoi ça marche aussi bien? Comment ça se fait qu'une seule structure comme ça, qui est cascadée, puisse vous donner une réponse précise, que ce soit pour un problème de physique que de chimie quantique, comme je vous montrerai, pour un problème d'image? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la régularité de tous ces phénomènes est la même. Et donc, il y a quelque chose de générique qui est en commun avec un problème de littérature, de reconnaissance d'un auteur, de reconnaissance d'un chien, d'un chat, ou de calcul de l'énergie d'une molécule en chimie quantique. Alors, je vais vous donner d'abord des résultats. Ça, c'est le type d'image qu'on peut donner à un système comme ça. Et il faut qu'il reconnaisse que là, vous avez un léopard, vous avez une mythe, vous avez une voiture. Donc, c'est des images compliquées. Et maintenant, vous avez des systèmes qui marchent très bien là-dessus. Et les taux d'erreur ont été réduits considérablement au cours des 10 dernières années. Donc, là, en 2011, le taux d'erreur sur une base de données comme ça qu'on appelle ImageNet avec des techniques plus classiques était au-delà de 25%, c'est-à-dire totalement inutilisable. Et puis il y a eu un premier gros saut avec le premier réseau de neurones profonds en 2012 qui a commencé à bien fonctionner. Donc ça, c'est d'une certaine manière la date, non pas de l'apparition de ces systèmes. Ces systèmes existaient bien avant, mais ne marchaient pas très bien. Il n'y avait pas suffisamment de ressources de calcul, ils n'étaient pas bien architecturés. Et puis maintenant, au fur et à mesure, vous avez de plus en plus de recherches, en particulier dans des gros laboratoires industriels, Google, Facebook, etc. Et maintenant, vous vous retrouvez avec des erreurs de l'ordre de 3%, sachant qu'un homme, typiquement, va faire une erreur sur cette base de données de l'ordre de 5%.
Alors les erreurs ne sont pas les mêmes. Typiquement, là-dedans, vous avez des chats de Madagascar. On n'a pas tous l'habitude de reconnaître des chats de Madagascar, alors que le système a été bien entraîné. Donc là, il fera mieux, mais il y a d'autres images où il fera moins bien. Mais globalement, il est capable, sur ces bases de données, de faire mieux. Alors, il ne faut pas se tromper, ces systèmes de vision peuvent être très bons et meilleurs que l'homme sur des tâches très spécialisées, comme reconnaissance de visage, etc., mais n'ont absolument pas la flexibilité de notre système humain. On est très très loin de systèmes de vision génériques. Ceci étant, à nouveau, le même genre de système permet de faire des choses là que je pensais même être aussi inatteignable, ainsi que tous mes collègues, il y a 5 ans, qui est un problème très important pour les aides auditives, qui consiste à faire de la séparation de sources, séparation audio. Donc vous prenez 2 sons. Alors, je vais vous les faire écouter, les 2 sons mélangés. Voilà, c'est typiquement une situation de cocktail où vous avez plein de choses en même temps, et ce que vous voudriez, c'est écouter une personne. Donc il faut les séparer. Et ça, ce genre de signal, avec un seul enregistrement, on était incapable, et franchement, on pensait que ce n'était pas faisable. Je vais vous montrer ce qu'un réseau de neurones, en prenant ces 2 sons en entrée, est capable de faire en les séparant. Premier son. Excusez-moi. C'est le mélange, ça, je pense. Ah non, attendez. Et à moins que j'ai un problème dans le... Premier son séparé. Vous voyez, ça marche très bien. Ça a été une grosse surprise parce que ça utilise beaucoup d'informations, de contexte, beaucoup d'exemples, etc. Et donc ça n'existait pas il y a 3 ans, d'accord. En 2 ans, ça a été considérablement accéléré, ça fonctionne bien et maintenant, ça va passer dans les aides auditives. Il y a des startups qui développent ce genre de choses. Donc, pourquoi comprendre? Ça marche très bien, ça ne marche pas toujours très bien. Prenez par exemple ces exemples d'images qui sont, vous reconnaissez, des téléphones portables, etc., des chiens parfaitement reconnus. On rajoute une erreur, mais qui est un peu pernicieuse, qui a été optimisée. Si vous regardez ces images, vous voyez aucune différence, mais lui, le système, il voit la différence et il les classifie toutes comme des autruches. Alors, ça fait rigoler, sauf si vous êtes en voiture, d'accord, à ce moment-là. Et là, vous rigolez plus du tout. Et ça dépend ce qu'il fait avec. Mais donc, ça, on veut éviter. On veut éviter. Ça, c'est des problèmes typiques de stabilité. Et donc, on a besoin de comprendre si on veut éviter ce genre de choses. Alors, c'est là que se pose donc cette fameuse question. Pourquoi est-ce que ça marche bien ? Quelle est la régularité sous-jacente à ces phénomènes ? Et quelles sont les mathématiques qui vont permettre d'adresser ce genre de choses. Ce qu'on voit apparaître, c'est 3 grands phénomènes. D'abord, il y a une structure hiérarchique. Et cette structure hiérarchique, on la retrouve dans le monde, dans la plupart des phénomènes, en biologie, en physique, dans les phénomènes symboliques. Il y a une organisation hiérarchique et ces réseaux de neurones agrègent l'information à travers les couches de façon hiérarchique sur des domaines de plus en plus grands. Et pour ça, il y a une théorie, c'est effectivement la théorie des ondelettes. Ça a été comme ça que j'ai été aspiré dans ce domaine, mais c'est juste un aspect. Le deuxième aspect, je l'ai mentionné, il y a des symétries. Un objet ici ou un objet ici, c'est le même, donc il y a des phénomènes d'invariants, et ces invariants, on peut les utiliser pour caractériser la symétrie, la régularité du phénomène. Et puis, il y a après tout la notion de pattern, malgré tout. Un œil, ça a une certaine forme, etc. Il y a des structures, il y a des reconnaissances de formes, et donc il y a des formes qui jouent un rôle particulier. Et ce qu'il y a derrière, ça va être la notion de parcimonie, qui est aussi une notion qui était importante dans tous ces travaux de traitement du signal. Donc, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est d'une certaine manière construire une théorie mathématique qui explique pourquoi on est capable de résoudre ces problèmes, et donc quels sont les problèmes qu'on ne résoudra pas aussi bien, et quelles sont les bonnes architectures. Alors ce que je vais faire, c'est juste vous donner une idée intuitive de quels sont les concepts mathématiques, et pourquoi ce ne sont pas des mathématiques aussi simples que ça, pourquoi il y a besoin de faire vraiment des mathématiques un peu sophistiquées autour de tout ça. Alors d'abord, cette idée de séparation d'échelle. C'est une idée qui est finalement tout à fait intuitive. Quand vous avez un certain nombre de variables qui interagissent, pensez à des particules,
ça peut être des pixels, ça peut être des agents, vous-même, votre interaction avec votre famille, avec différentes personnes sur Terre. On peut se dire, toutes les particules interagissent avec toutes les particules, donc c'est très compliqué. Mais en fait, quand on regarde un peu plus près, on se rend compte qu'une particule va avoir une interaction très forte avec ses voisins, vous-même par exemple avec votre famille, et puis les particules un peu plus lointaines, eh bien, au lieu de regarder l'interaction avec chacune d'entre elles, on peut résumer cette interaction comme étant une interaction du groupe avec cette particule. Les particules encore plus lointaines, par exemple, imaginez l'ensemble de tous les Chinois, ça va être difficile de regarder l'interaction avec chaque Chinois. Par contre, on ne peut pas la négliger. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, la Chine a des tensions politiques avec la Belgique, ça peut influencer votre vie. Donc, en tant que groupe, c'est très important. Et donc, on va construire ces groupes qui ont des tailles de plus en plus grandes, plus on s'éloigne. Et ça, c'est ce qu'on appelle ces phénomènes de séparation d'échelle. Sauf que, ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, les pays, ils ont une politique, ils interagissent entre eux. Et donc, il y a une interaction entre les groupes. Et c'est tout ça qu'il faut comprendre. Tout ça, c'est un problème qu'on a très mal compris jusqu'à maintenant en mathématiques et que les réseaux de neurones semblent être capables de faire. Alors, ce que les ondelettes sont capables de faire, c'est séparer les échelles. Les interactions entre ces échelles, c'est un problème mathématique ouvert et il semblerait donc que les réseaux puissent l'adresser. Alors, comment on sépare les échelles ? Ça, c'est un exemple d'image qui est lié à ce dont vous parliez sur JPEG 2000. Vous prenez une image et l'idée, c'est que vous allez séparer les détails fins qui vont apparaître ici, qui vont être extraits avec des petites ondelettes qui en quelque sorte extraient les variations de l'image. Alors un point gris, c'est 0, donc rien ne se passe. Blanc, ça bouge vers le haut. Noir, ça bouge vers le bas. Et donc vous voyez apparaître les contours ici. Et puis l'image à plus basse résolution, où on va à nouveau calculer les détails. Plus basse résolution, on recalcule les détails, etc. Cette structure-là, on reconnaît quelque chose qui ressemble un peu au réseau de neurones. C'est-à-dire il y a ces espèces de cascades de convolution précisément, sauf que les réseaux de neurones mettent des non-linéarités. Donc, la question, c'est à quoi ça sert, ce genre de choses. Alors, le deuxième concept, c'est la notion de symétrie. Et là, on passe des ondelettes qui correspondent en mathématiques à ce qu'on appelle de l'analyse, à la géométrie, à la théorie des groupes. Alors, cette idée de symétrie, elle est très, très classique en physique. Quand vous voulez essayer de comprendre l'état d'un système, au lieu de regarder simplement le système, vous allez regarder qu'est-ce qui se passe quand vous bougez le système. Et en particulier, ce qu'on va regarder ici, c'est les transformations des données qui préservent la réponse. Comment je peux changer un chien pour que ça reste un chien ? D'accord ? Mais ce changement, je vais le faire de manière à ce que ça préserve les chiens, les chats, tous les animaux. Donc une transformation des données qui va préserver les réponses, c'est ce qu'on appelle une symétrie. Par exemple, ça, c'est des choses que vous connaissez tous bien. Vous prenez un carré, c'est quoi les symétries ? Vous faites une rotation de 90 degrés, c'est toujours le même carré. 180 degrés, c'est toujours le même carré. Donc, un carré a un certain nombre de symétries, est invariant par l'action de ces rotations, alors qu'un cercle, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus régulier. C'est invariant par n'importe quelle rotation au lieu de ces 4 rotations pour le carré. Alors, l'idée géniale, elle est venue d'Évariste Galois, juste avant de mourir dans ce fameux duel. Durant et dans la nuit, il a écrit son testament mathématique. Alors lui, son problème, c'est évidemment pas la reconnaissance des chiens et des chats. Son problème, en apparence, il n'a rien à voir, c'est la résolution des équations du 5e degré. Mais l'idée géniale d'Évariste Galois, ça a été de dire, au lieu d'essayer de s'acharner à essayer de calculer les solutions, ce que je vais essayer de regarder, c'est regarder une solution et de regarder comment je peux transformer cette solution pour que ça reste une solution. Autrement dit, je vais regarder la symétrie de l'équation du 5e degré. Et donc, on tombe sur la notion de groupe de Galois. Et en analysant ce groupe, on réalise que les solutions ne peuvent pas s'écrire sous forme de radicaux, comme par exemple les équations du second degré. Ben là, on va faire la même chose. On va essayer de regarder les transformations qui préservent l'équation, c'est-à-dire ici, qui préservent la réponse au système. Alors, si on cascade 2 opérateurs comme ça, c'est toujours un opérateur. Du coup, on appelle ça des groupes, des structures mathématiques de groupes. Et en quoi est-ce que ça vous aide ? Eh bien, si vous savez que votre réponse a une certaine symétrie, si vous voulez construire un descripteur, vous avez intérêt à construire un descripteur qui a la même symétrie. Alors, c'est quoi les symétries pour des images ? Je l'ai dit, par exemple, vous prenez un 3, vous le translatez, c'est toujours un 3 si votre problème, c'est de faire de la reconnaissance de chiffres. Mais
Une translation, ce n'est pas très intéressant, parce qu'une translation, ça a 2 paramètres. Donc finalement, si vous enlevez la translation, vous enlevez 2 paramètres, vous êtes en dimension 1 million moins 2, qui est intérêt. Ce que vous avez envie, c'est d'enlever beaucoup de paramètres. Donc vous avez besoin de transformations qui ont beaucoup de paramètres. Au lieu de prendre une simple translation, si vous prenez votre 3 et que vous le déformez, donc là, il peut y avoir plein de déformations différentes. Si la déformation est petite, c'est toujours un 3. Le 5, si la déformation est petite, c'est toujours un 5. Donc, vous avez beaucoup plus de symétrie. Et là, je vous donne cet exemple où on peut se balader. Donc, ce groupe de déformation, on appelle ça en maths des difféomorphismes. Vous pouvez vous balader sur ce groupe et transformer toute la peinture européenne comme ça, où vous prenez les peintures du Louvre, et vous allez d'une peinture à l'autre. Tant que la déformation est petite, vous reconnaissez c'est à peu près la même peinture. Quand elle est trop grande, c'est plus une symétrie. Vous passez à la peinture suivante. Donc, voilà les symétries. OK. Donc maintenant, le problème, c'est de dire, OK, j'ai de l'information a priori, j'ai ces symétries, comment je vais les mettre dans ce réseau? Et donc, typiquement, si vous êtes un mathématicien qui travaille sur un problème comme ça, la première réaction, c'est de dire, oh là, le système, il est trop compliqué, ce que je vais faire, c'est de simplifier, et j'espère que je vais faire presque aussi bien. Donc, par exemple, une chose possible, c'est de dire, bah, après tout, je connais les ondelettes. Les ondelettes, elles me permettent de séparer les échelles. Je sais aussi qu'elles vont permettre de construire des symétries. Ça, c'est les maths qui vous le disent par rapport aux déformations. Donc, on va coller des ondelettes partout. C'est-à-dire que tous les poids de tous ces neurones, ça va être maintenant des ondelettes. On croise les doigts. J'ai rien appris. Je n'ai mis que de l'information a priori. Et on se pose la question, est-ce que ça va marcher? Ça va marcher, ça veut dire quoi? On va quand même apprendre un petit peu. On va construire ce changement de variable. On va juste apprendre la dernière couche. D'accord? Et typiquement, on essaye et on regarde si ça marche. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va prendre des exemples de problèmes, de reconnaissance d'images, de physique ou autres, et puis voir si ça marche. L'intérêt, si ça peut marcher, c'est que comme vous n'entraînez plus votre réseau parce que vous savez a priori ce que c'est, vous avez besoin de beaucoup moins de données. C'est la vision, d'une certaine manière, cartésienne de ces réseaux de neurones, et généralement, quand on est trop cartésien, ça ne marche pas. Alors, on va voir jusqu'où on peut aller. Je vais vous prendre un problème, des classes de problèmes qui sont très différentes des images, qui sont très intéressantes, qui touchent la physique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de faire en quelque sorte de la physique sans physicien? Ça veut dire quoi? Si vous prenez un problème de physique typique, eh bien, par exemple d'astrophysique, de dynamique de fluide, vous avez n particules qui interagissent. Et qu'est-ce que les physiciens vont faire? Ils vont essayer de retrouver les lois fondamentales qui vont permettre de calculer les équations d'évolution de ces systèmes. Et vous allez avoir des équations comme les équations de Navier-Stokes pour les fluides, de Schrödinger pour les systèmes typiques, qui vont vous permettre de faire des simulations. D'accord? Et donc, vous avez juste les équations fondamentales, et avec ça, vous pouvez simuler tous ces systèmes. Alors, l'approche d'apprentissage va consister à dire « je connais presque rien », un petit peu quand même, parce qu'il faut de l'information a priori, mais j'ai beaucoup de données, j'ai des exemples, est-ce qu'à partir de ces exemples, en faisant la même chose que ce que j'ai fait sur mon bol d'eau, je peux apprendre les solutions de ces systèmes avec, par exemple, des réseaux de neurones. Donc, je vais vous prendre un exemple, chimie quantique. Alors, quel est le problème là? Vous prenez X, c'est maintenant une molécule en chimie. Ça veut dire quoi une molécule? C'est-à-dire vous connaissez les différents atomes, carbone, hydrogène, oxygène, etc., c'est-à-dire le nombre d'électrons et de protons de votre atome, le nombre de charges, et vous connaissez sa position dans l'espace. Ça vous fait une molécule. Et maintenant, vous posez la question, est-ce que cette molécule est stable ou elle va se désintégrer? Pour ça, il faut calculer son énergie. Si l'énergie est basse, il y a des chances pour qu'elle soit stable. Donc, on veut calculer Y, la réponse. Ce n'est pas chien ou chat, c'est l'énergie de la molécule. Et alors maintenant, cette énergie, on a quelques informations a priori. Vous prenez une molécule, vous la bougez, c'est la même molécule, elle va avoir la même énergie. Vous la tournez, elle va avoir la même énergie. Vous la déformez légèrement, l'énergie ne va pas trop changer. Donc on voit d'une certaine manière, on a un problème qui n'est pas tellement différent du problème de traitement d'image. Alors qu'est-ce que les gens font en physique? Ils calculent ce qu'on appelle les densités électroniques, c'est-à-dire la probabilité de présence des électrons autour des différents noyaux, et vous voyez que les électrons se baladent entre les différents noyaux. C'est pour ça que vous avez des liens chimiques et que la molécule ne se désintègre pas.
Alors, ce qu'on va faire, c'est quelque chose en apparence assez naïf. On va dire, OK, je ne connais rien à la chimie, donc je dis simplement, OK, j'ai des électrons qui sont agrégés sur l'atome, c'est-à-dire qui sont en quelque sorte des Dirac, qui sont localisés comme ça. Et on envoie tout ça dans le réseau de neurones, et j'apprends même pas le réseau de neurones, je dis, ce sont des ondelettes qui vont éclater l'information à différentes échelles, différentes orientations, et ça va construire des espèces d'images qui en fait ressemblent un peu à des orbitales en chimie. On moyenne pour avoir quelque chose d'invariant par translation-rotation, et finalement on apprend. C'est-à-dire, à partir de cette représentation, on calcule juste la dernière couche pour essayer de reproduire les énergies qu'on a dans une base de données. Et là, on utilise des grandes bases de données où on connaît les énergies. Qu'est-ce qu'on obtient dans un cas comme ça ? Dans un cas comme ça, c'est pour ça que je vous le choisis. Alors, il faut toujours faire attention quand un chercheur vous donne un exemple. Généralement, il a été choisi parmi le million d'exemples où ça marche. Donc ça, c'est typiquement ce genre d'attitude. Et ça marche, regardez, c'est formidable, le système fonctionne. Donc oui, là, ça marche. Ça marche. Il y a d'autres exemples où ça marche aussi. Ça veut dire quoi que ça marche ? C'est-à-dire que le système fait aussi bien qu'un réseau de neurones, donc où on aurait tout appris, donc ça ne vaut pas le coup d'apprendre. Pourquoi ? Parce qu'on avait suffisamment d'a priori. Pourquoi aussi ? Parce que finalement, dans cette base de données, je ne vous l'avais pas dit, mais en fait, les molécules, elles n'étaient pas si grandes que ça. Elles avaient de l'ordre de 30 atomes. Donc le système n'était pas horriblement complexe. Si on passe à des problèmes plus compliqués. Alors je vais vous donner des exemples sur des images. Prenez des chiffres. Les chiffres, c'est des structures très simples. D'accord ? Un chiffre, c'est noir et blanc, c'est caractérisé par pas beaucoup de paramètres. Ça, c'est l'équivalent de mes molécules avec une trentaine d'atomes. Si vous utilisez donc ces réseaux d'ondelettes, qu'on appelle de scattering, qui n'apprennent rien sauf la dernière couche, et des réseaux où vous apprenez tout, c'est à peu près pareil, parce que j'ai beaucoup d'informations a priori et que le problème n'est pas si compliqué. Si vous voulez reconnaître des textures, donc voilà des textures différentes de différentes rocs, etc. Pareil, vous pouvez discriminer vos textures avec des ondelettes ou avec des réseaux de neurones, ça donne le même résultat. Si vous prenez maintenant un problème comme des reconnaissances d'images vraiment compliquées, c'est la catastrophe. Votre réseau avec des ondelettes qui n'ont rien appris, sauf la dernière couche, fait une erreur de 60%, alors qu'un réseau comme le premier réseau AlexNet fait 12% d'erreurs, et c'est descendu à 5% beaucoup plus récemment. Donc, ça valait le coup d'apprendre. Et maintenant, on se pose la question, OK, c'est très bien les changements d'échelle, les symétries, etc., mais il y a besoin d'apprendre quand même. Qu'est-ce qu'on doit apprendre ? Alors à l'époque, j'avais fait un pari avec Yann Lequin que quelque part, on y arriverait, quelqu'un dans le monde arriverait à virer tout cet aspect d'apprentissage et de remplacer ça par une bonne connaissance des a priori, des symétries dans le monde, etc. J'y croyais, j'avais 5 ans, d'accord, parce que 5 ans de retard pour les maths, c'est OK. Généralement, on a beaucoup plus. Et le problème, c'est que le pari était sérieux, c'est-à-dire qu'il fallait que le gagnant gagnait un repas dans un Michelin 3 étoiles. Et ce qui est vraiment pas juste, c'est que non seulement j'ai perdu, mais en plus il y a eu le prix Turing $1 million en même temps, donc vous voyez le monde est complètement injuste. Ceci étant, après avoir payé, c'était un chouette repas, mais avoir payé ce repas, au moins il y avait une chose que je récupérais derrière, c'était la question. Ok, j'ai perdu, il faut apprendre, de toute évidence, ou peut-être qu'il y a une solution qu'on n'a pas vue, mais on a vraiment essayé, et donc la question c'est qu'est-ce qu'on apprend ? Quel est le minimum qu'on peut apprendre pour pouvoir atteindre ces performances ? Alors, si maintenant on se souvient de comment ce domaine s'appelait autrefois, ce domaine autrefois s'appelait domaine de reconnaissance de forme, en anglais pattern recognition. Et généralement, les ingénieurs ont raison. Donc, quelque part, c'est quand même une histoire de pattern. Peut-être qu'il faut apprendre des formes. Donc, on peut revenir sur cette idée, se poser la question d'un point de vue mathématique, c'est quoi des formes ? Je vais prendre des formes, des structures élémentaires, des formes d'oreilles, etc. Et je vais tous les stocker dans ce que je vais appeler un dictionnaire. D'accord ? Donc un dictionnaire, c'est quoi ? C'est un ensemble de patterns que je vais représenter comme ce qu'on appelle des vecteurs, donc la description de ces patterns sous forme des colonnes de ma matrice. Et l'idée, c'est que si j'ai une description, une donnée, je vais essayer de représenter cette donnée comme un agrégat de simplement quelques patterns qui ont été stockés dans mon dictionnaire. Évidemment, ces patterns, c'est ça qu'il va falloir apprendre.
Alors en maths, il se trouve que ce genre de problèmes ont été très étudiés. C'est ce qu'on appelle un problème de codage parcimonieux. On a des données, on a une matrice, et on veut représenter les données avec un nombre minimum de colonnes de cette matrice, c'est-à-dire que le code, ici, ça va être quasiment tout le temps 0, sauf je vais choisir cette forme, celle-là et celle-là. Et ça se résout avec un problème d'optimisation. Je ne vous donne pas les détails. Voilà la formule mathématique. Et ça, c'est un problème convexe, on sait le résoudre. Non seulement on sait le résoudre, mais en plus on sait l'implémenter, la solution, avec d'ailleurs une de vos collègues, Ingrid Dobeschi, avait beaucoup travaillé sur ce problème et d'une certaine manière, ce réseau de neurones implémente le type d'algorithme qu'elle avait développé là-dessus. Donc, on peut essayer de faire ça. Alors, je reviens sur le problème. Voilà une base de données très compliquée. Voilà la première approche un peu simpliste où on dit « je n'apprends rien, je mets juste une information a priori, je veux séparer les échelles, je veux avoir des symétries, et puis je construis mon classificateur qui est juste un classificateur linéaire très simple, et boum, j'ai 60% d'erreurs. Ça ne marche pas. Deuxième approche, très bien, je vais apprendre. Donc je prends mes données et j'apprends les patterns directement sur les images. C'est-à-dire j'essaye de trouver les patterns dans les images, et puis je fais une classification. Alors l'idée, c'est que les patterns, on les apprend, donc on les optimise de manière à minimiser l'erreur de classification. Donc on essaye de trouver les bonnes, et l'erreur, elle reste de l'ordre de 50%, ça ne marche pas. Par contre, si on met les deux ensemble, tout d'un coup, on a un gros bond, et on atteint les performances des réseaux de neurones. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? Ce qui se passe, c'est que d'abord, vous utilisez votre information a priori pour éliminer toute la variabilité, comme les translations, les déformations, les phénomènes multi-échelles, parce que vous avez l'information a priori. Et ensuite, comme vous avez éliminé cette variabilité, les patterns que vous voulez chercher, il y en a beaucoup, beaucoup moins, parce que si vous ne l'éliminez pas, par exemple, une oreille un peu déformée et encore déformée, tout ça, il faut le stocker dans votre dictionnaire. Si vous avez réussi à éliminer cette variabilité, vous n'avez plus qu'une oreille à stocker. Et donc, dans ce cas-là, on observe qu'effectivement, on arrive à atteindre des performances, pas les performances des meilleurs réseaux, qui sont, on ne les voit pas là, à 3%, mais on fait mieux que 2012, donc on a juste 7 ans de retard. Donc voilà à peu près l'état où on est, et donc les choses évoluent, et donc il y a plein d'idées actuellement pour essayer d'aller au-delà. Ça, c'est typiquement le genre de questions qu'on peut poser, et un réseau comme ça devient un réseau mathématiquement interprétable, parce qu'on a une idée de la nature mathématique des structures qui ont été apprises. Alors je voudrais finir sur ce problème d'interprétation et pourquoi c'est tellement important. Alors actuellement, je disais, ces systèmes sont en quelque sorte des boîtes noires. Ce n'est pas des boîtes noires au sens où on sait très bien les opérations qu'il y a à l'intérieur, mais c'est des boîtes noires du point de vue de la compréhension. Si vous avez un médecin, vous lui donnez la réponse d'un diagnostic, tout l'enjeu, c'est aussi de lui dire pourquoi ce diagnostic, pour qu'il ait confiance dans ce diagnostic. Typiquement, on peut avoir des erreurs dramatiques, comme par exemple classifier des images d'animaux. Et il se trouve que, ça c'est un exemple bien connu, certaines de ces images étaient signées par un photographe particulier qui ne photographiait que des chevaux. Et donc en fait, le système, qu'est-ce qu'il faisait ? Il ne reconnaissait pas les chevaux, il allait chercher la signature. Il reconnaissait la signature. On s'en est rendu compte bien après. Donc ça, c'est évidemment fondamental à éviter, parce que le jour où ce n'est pas la même personne qui photographie, ça ne marche plus. Donc, la question qui se pose quand on dit on veut comprendre ce qu'il y a derrière, on pose la question de est-ce que c'est explicable ? Et la difficulté, c'est que, d'une certaine manière, vous pouvez voir ces systèmes d'apprentissage statistique comme des systèmes très similaires à votre cerveau inconscient. La plupart des opérations que votre cerveau fait, notamment tout ce qui concerne l'audition, la vision, l'odorat, la perception, tout ça, c'est complètement inconscient. Et donc, c'est une forme d'intelligence inconsciente. Et question, est-ce qu'on peut l'expliquer ? Imaginez, par exemple, que vous vouliez prédire ou comprendre s'il va y avoir un cyclone, par exemple, au-dessus de l'Australie dans 2 mois. Il ne va pas y avoir 3 raisons, 1, 2, 3. Il va y avoir des milliards de particules qui vont interagir, un phénomène un peu instable qui, claque, va donner un cyclone, et sinon on ne donne pas de cyclone. Donc on ne peut pas réduire l'explication à 3 variables. Il y a des phénomènes intrinsèquement complexes comme ça. Donc les explications ne sont pas forcément faciles, mais
dans le cas où il y a des trends, des caractéristiques fortes, on voudrait pouvoir les extraire. Et notamment, ce qu'on voudrait, c'est absolument éviter les phénomènes de biais. Très souvent, ces systèmes font des erreurs grossières parce que la base d'entraînement était biaisée. Alors, un exemple aussi fameux, c'est le système de recrutement qui a été développé par Amazon au début. Ils se sont rendus compte que chaque fois que, donc ça consiste à prendre des CV et sélectionner parmi les CV les quelques CV qu'on va garder pour des entretiens. Et ils se sont rendus compte au bout d'un moment que dès que ce CV avait le mot femme dedans, il était éliminé. Même si dans votre CV, vous disiez « je suis entraîneur d'une masculin d'une équipe de football féminine ». Hop, ça disparaît. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le passé, Amazon avait très peu de femmes parmi ses employés. Or, le système, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est entraîné sur l'état passé, c'est-à-dire sur un état où il y avait très peu de femmes. Et donc, a priori, vous avez intérêt à éliminer les femmes si vous voulez reproduire les données. Ça, ce genre de biais, évidemment, on veut l'éviter. Ce genre de biais peut devenir extraordinairement subtil dans les données. Donc ça, c'est un des enjeux qui se retrouve absolument partout. Donc, on veut ouvrir notamment cette boîte noire pour essayer de s'assurer qu'il n'y a pas de biais, notamment pas de biais illégaux. Il y a des situations, par exemple, ça c'est un phénomène... une situation qui s'est retrouvée aux États-Unis, où ce genre de systèmes ont été utilisés dans des jurys pour, par exemple, décider si un prisonnier pouvait sortir ou pas. Évidemment, c'était juste un indicateur, mais vous pouvez imaginer que quand vous avez un indicateur statistique qui est donné, le jury peut avoir envie de ne pas prendre de risques et plutôt de suivre l'indicateur plutôt que d'être responsable pour la sortie de prison et qu'ensuite il y a un crime. Donc l'indicateur peut avoir beaucoup plus d'impact qu'on ne le pense. Et on s'est retrouvé dans une situation où évidemment vous avez eu quelqu'un qui n'est pas sorti et qui a fait appel. Et le problème, c'est que le jury s'est retourné vers la société a dit « Ah oui, mais nous, on ne sait pas pourquoi. On vous donne le score, mais on ne sait pas le pourquoi du score, et ça, ce n'est pas admissible. » Donc, il faut une forme de boucle de retour qui est, d'une certaine manière, une forme de système conscient. Alors, dans ce genre de choses, il y a deux approches qui permettent un peu d'avancer sur la compréhension. D'un côté, d'essayer de structurer ces réseaux, essayer de comprendre ce que chaque composante fait, et ça c'est un peu le type d'approche que j'ai décrit. Et ça c'est finalement très proche de ce qui a été fait dans l'évolution des systèmes de programmation. Quand vous programmez un système très compliqué, comme par exemple un Boeing 747, vous n'avez pas un programme avec des millions de lignes. Vous avez plein de petites fonctions qui sont testées indépendamment, etc. Donc structurer ces réseaux. Et la deuxième approche, c'est tout simplement de faire des tests statistiques sur la boîte, de manière à s'assurer que le système n'est pas biaisé. Mais pour pouvoir faire des tests, il faut évidemment que ce ne soient pas les mêmes personnes qui développent que les personnes qui testent. Et donc là, il y a un enjeu politique majeur qui est de dire, est-ce qu'on va imposer des systèmes de certification sur ces systèmes, et donc des sociétés externes qui viendraient pour certifier. Donc pour ça, il faudrait que les sociétés qui développent ces systèmes l'acceptent. Évidemment, vous pouvez imaginer qu'elles ne sont pas en faveur de ça. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux de régulation autour de ce genre de problème. Mais il y a aussi besoin de maths pour savoir comment le faire. Voilà. Donc la conclusion en 3 points, c'est d'abord, oui, ces systèmes ont des applications spectaculaires. Ce n'est pas qu'une bulle. Il y a des vraies applications industrielles. Il y a des vrais enjeux scientifiques qui sont des très beaux enjeux. Ça couvre énormément de domaines. Et du point de vue mathématique, comme je disais, on est très loin. Il y a des problèmes remarquables qui se posent. On ne comprend pas ce qui est apprenable ou pas apprenable parce qu'on n'a pas cette notion de complexité qui permet de caractériser tout ça. On est essentiellement, comme je disais, dans une phase empirique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur 1000 chercheurs, vous en avez 990 qui travaillent sur développer des systèmes qui sont plus efficaces, aussi parce qu'il y a un enjeu industriel très fort. Et il vous en reste 10 à la fin qui font des maths, maximum. Et je pense qu'il y a besoin de rétablir un petit peu le balancier, donc d'une certaine manière de passer de cet empirisme qui a été très sain, qui a permis de débloquer les choses vers une phase peut-être un peu plus rationaliste. Voilà.
Je conclurai là-dessus. Merci. Je ne sais pas si j'étais trop long.